Alors, chers participants, bienvenue à cette 8e séance de la formation étude de faisabilité pour un projet. Alors, cette formation est assurée par Dr Nadia Labidi, membre du corps professoral dans notre université Mid-Ocean. Dr Nadia, la parole est à vous. Donc, merci Madame Protz, merci Madame Malak. Donc, pour le moment, il n'y a que Catherine qui est là, donc en attendant les autres. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu des dernières séances, les séances précédentes plutôt. Donc, bon, j'ai effacé, ok. Donc, on a, après l'introduction de la formation, donc on a présenté dans un premier lieu la faisabilité, l'étude de la faisabilité du marché, autrement dit, y compris l'étude de marché, donc l'analyse de l'environnement qui entoure l'entreprise. Et bien sûr, c'est très important de l'analyser parce qu'il y a une interaction dans les deux sens avec l'entreprise. Donc, il y a principalement l'étude de marché, c'est-à-dire la population cible, les facteurs macroéconomiques qui peuvent impacter l'activité. On a bien étudié l'outil relatif à l'analyse Pestel et aussi l'analyse de la concurrence en utilisant le modèle de 5 forces de Porter. Vous l'avez déjà étudié dans le module de management d'entreprise. Je ne l'ai pas présenté, juste j'ai fait un rappel. Donc là, on est obligé d'avoir le maximum d'informations pour savoir quelle stratégie adopter une fois l'analyse relative à la chaîne de valeur est faite. Avec l'analyse Pestel, on pourra élaborer l'analyse SWOT qui va orienter l'entreprise et va l'aider dans l'élaboration de la stratégie à adopter. Et bien sûr, de la stratégie, il y a pas mal de décisions à prendre en ce qui concerne le volet marketing, le volet technique et finalement le volet financier parce que la répercussion financière de tous les volets sera présentée dans l'étude financière qui s'élabore à la fin. On a bien présenté aussi l'étude de faisabilité technique, donc technologique, et techniquement, est-ce que le projet il est faisable, que ce soit juridiquement, organisationnellement, donc à travers l'étude de faisabilité technique, juridique et organisationnelle, à part l'étude de faisabilité de marché, la vision elle est plus claire et on saura est-ce que le projet il est réalisable ou non. Il reste quoi? Il reste le volet financier qui est important et peut être bloquant parce que si on a du mal à financer l'activité, donc on ne peut pas, plutôt le projet, donc on ne peut pas le réaliser. Donc, le dernier volet, c'est l'étude de faisabilité économique et financière. On a commencé par l'étude financière. Et donc, pour faire un rappel aussi, donc, on a commencé cette partie dans le support de formation qui précède. Donc, en fin du compte, il y a 4 tableaux importants à présenter dans l'étude financière, à savoir le bilan d'ouverture, pour donner une représentation du patrimoine de l'entreprise au démarrage. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme immobilisation et comme actif circulant pour lancer l'activité et comment on va la financer. Donc, les moyens de financement seront présentés dans la partie des ressources relative à la partie droite du bilan qui est le passif. Et la spécificité du bilan d'ouverture, c'est qu'il n'y a pas
de valeur créée par l'activité. Donc, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat reporté parce qu'il n'y a pas encore eu activité. On ne trouve dans la partie des capitaux propres que le capital social. Donc, ce n'est pas un bilan ordinaire, c'est-à-dire un bilan de fin d'exercice, c'est-à-dire un bilan d'activité. Donc, c'est un bilan qui nous permet d'avoir une idée sur la situation au début et avant le commencement de l'activité. Le deuxième tableau, c'est le plan de financement. Donc, si on a élaboré le bilan d'ouverture, donc l'élaboration du plan de financement est plus facile parce que c'est un tableau aussi de deux parties. La première partie représente les investissements, à savoir les immobilisations, et aussi, dans le court terme, on va présenter principalement quelles sont les ressources financières nécessaires pour financer l'activité qu'on représente par le BFR. Donc là, pour assurer l'activité, on a besoin des moyens de financement, c'est-à-dire dans le bilan d'ouverture, la partie en bas, on va remplacer une partie par le BFR. Donc, c'est ça la différence entre le bilan d'ouverture et le plan de financement. Le plan de financement, c'est un document financier, on utilise des jargons financiers. Et le bilan d'ouverture, c'est un document comptable et on utilise les comptes comptables qu'on trouve dans la nomenclature comptable, dans le plan comptable. Et bien sûr, dans l'autre partie, c'est le financement, c'est-à-dire comment on va financer tout ça. Donc, pour lancer l'activité, il faut avoir tous les investissements, mais pour les avoir, il faut déterminer ou mobiliser plutôt le financement. Donc, dans la partie droite, financement, donc dans cette partie, on représente le montage financier. Donc, il y a principalement deux principaux moyens de financement, à savoir les capitaux propres et les dettes, les principaux moyens de financement. Mais il y en a d'autres. Donc, dans l'investissement, dans les fonds propres, il y a principalement l'apport des associés, mais aussi on peut faire le financement à travers des SICAR et d'autres moyens de financement. Et à court terme, il y a le financement à court terme auprès des banques, il y a aussi les dettes fournisseurs. Et on a d'autres. Donc, c'est les plus connus et les plus utilisés. Mais il y a d'autres moyens de financement, donc cas par cas. Et quels sont les moyens de financement accessibles? Donc là, il y a une étude à faire pour déterminer les moyens de financement adéquats pour chaque projet. Juste un moment, une minute, s'il vous plaît. Heureux. Donc, on continue. Voilà, donc à part, donc j'ai bien dit qu'il y a le bilan d'ouverture, il y a le tableau de financement, donc il y a le tableau de financement initial et le tableau de financement prévisionnel. Le troisième tableau est le compte de résultat. Donc là, on présente quels sont les revenus possibles, les recettes, principalement c'est les chiffres d'affaires, mais on a d'autres revenus, et quelles sont les charges, charges d'amortissement, charges de transport, de charges financières, etc. Donc, il faut que les revenus moins les charges nous permettent de générer des résultats positifs pour dire que l'activité elle est rentable. Et le quatrième, donc on a déjà vu tout ceci, donc le compte de résultat prévisionnel. Généralement, il est élaboré sur 3 ans, mais je vais répéter la remarque. Donc, pourquoi 3 ans, les prévisions sur 3 ans et pas 5 ans et pas 7 ans? Donc, généralement, s'il n'y a pas de contrainte, c'est 3 ans. Parce qu'au-delà, la prévision
sera plus difficile parce qu'on ne peut pas prévoir le moyen et le long terme. Mais s'il le faut, bien sûr, on fera des efforts et bien sûr, on fera recours aux experts qui sont expérimentés, qui, leurs prévisions seront plus proches de la réalité. Mais il y aura certainement des écarts, on ne peut pas prévoir le futur avec certitude. Il y aura certainement des imprévus et des aléas. Donc, j'ai bien dit que le fait de faire les prévisions sur une période bien déterminée dépend principalement des bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds, principalement les banques, là, on parle des banques. Donc, les banques, pour financer un projet, ils doivent s'assurer que l'activité sera rentable tout au long de la période de remboursement. Donc, si la dette sera remboursée sur 3 ans, donc ils vont exiger des prévisions sur 3 ans. Si la dette sera remboursée sur 5 ans, ils vont exiger des prévisions sur 5 ans et bon, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Donc, juste, il faut mettre ceci dans vos têtes que la durée des prévisions dépend des bailleurs de fonds parce qu'ils veulent s'assurer de la rentabilité de l'activité. Ils s'en foutent par la suite. Est-ce que l'activité est rentable ou non? Donc là, c'est l'affaire de l'entrepreneur qui veut que son activité est rentable. Pour le banquier, il s'intéresse ne s'intéresse qu'à la période relative au remboursement de la dette. Donc, j'ai bien présenté la composition du compte de résultat. Vous l'avez déjà vu en comptabilité. Juste, c'était un rappel. Et à part les 4 tableaux qui sont obligatoires, donc il reste le tableau de trésorerie qu'on va présenter, que je vais présenter juste après le récap. Donc, il y a aussi les indicateurs suivants, à savoir le seuil de rentabilité, qui est important pour savoir est-ce que l'entreprise, elle sera dans la zone de perte ou la zone de gain. Donc, pour calculer le seuil de rentabilité, il faut faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Et principalement, et c'est ça la formule, donc c'est le seuil de rentabilité en valeur. Et on peut déterminer aussi le seuil de rentabilité en quantité. Je vous ai montré la formule. Et on peut le déterminer en cas de besoin en termes de nombre de jours. Donc là, quelle est l'utilité de cet indicateur? C'est de prouver est-ce que l'entreprise sera dans la zone de gain ou la zone de perte. Donc le seuil de rentabilité est le point où la somme des revenus est égale à la somme des charges. Donc l'entreprise à ce point-là, elle est ni bénéficiaire ni déficitaire. C'est à partir de là que tous les revenus seront considérés comme bénéfices parce qu'on a déjà couvert toutes les charges. Donc, si, par exemple, l'entreprise ne peut vendre que 500 unités alors que le point mort, il est à 1000 unités. Donc, elle est dans la zone de gain. Donc là, une réflexion s'impose. Est-ce que si on tient à ce projet, il faut faire des modifications, chercher de nouvelles clientèle, peut-être s'adresser à d'autres marchés, revoir les coûts, changer la conception technique, peut-être ça révise les coûts à la baisse. Donc là, il faut faire des changements pour que ça soit rentable et l'entreprise passe de la zone de perte à la zone de gain. Si ce n'est pas le cas, okay, donc soit on réduit, donc soit on augmente le nombre de la clientèle, comme je viens de dire, soit on réduit les coûts fixes principalement, et par la suite, le seuil de rentabilité va être réduit. Donc, l'une des deux, soit le seuil de rentabilité sera plus faible, soit on augmente la population pour dire qu'on pourra se lancer dans le projet. Si on ne peut pas jouer sur les deux alternatives, ce n'est pas faisable, donc on abandonne le projet. Je ne peux pas me lancer dans un projet et d'avant, je sais qui sera déficitaire. Okay, donc là, côté rentabilité, donc cet indicateur, il est très intéressant. Et aussi, c'est un indicateur de risque parce que plus le seuil de rentabilité il est important, c'est que les charges fixes sont importantes aussi. Et plus l'entreprise doit travailler plus pour arriver à ce point-là, donc il lui faut plus de temps pour produire la quantité nécessaire
est relative à ce point mort et au-delà, il y aura la génération des gains. Donc, plus le temps il est important, plus la probabilité d'avoir des aléas ayant un effet négatif, elle est importante. Donc, on pourra avoir des imprévus qui affectent négativement l'activité. Donc là, plus le seuil de rentabilité est faible, plus l'entreprise est moins risquée. Donc là, dans n'importe quelle étude financière, il faut calculer le seuil de rentabilité. Donc, quand vous voulez, en valeur, en termes de temps, en quantité. Donc, tout dépend de l'analyse à adopter. Et en fin du compte, il y a les indicateurs aussi de rentabilité. Le plus connu, c'est la VAN, la valeur actuelle nette. Certainement, vous l'avez vu. OK. En gestion financière, certainement vous l'avez vu. Si ce n'est pas clair, vous pouvez poser la question. Pourtant, je l'ai expliqué l'autre fois et j'ai expliqué la formule. Donc, la VAN, c'est la valeur actuelle nette. Elle nous permet de faire la comparaison des revenus actualisés et des coûts à t égale à 0. Donc, plus les coûts sont importants, c'est-à-dire les coûts plus élevés que les revenus, donc on peut dire que le projet, il est générateur de valeur et il est rentable. Donc, on l'adopte. Si l'inverse, la vanne, elle est négative, donc on rejette le projet. On ne va pas se lancer dans un projet déficitaire. Le tri, comme la vanne, donc on se base sur le même principe. Donc, les revenus actualisés doivent être égaux à l'investissement initial, c'est tout simplement. Donc là, c'est comme si on cherche le pourcentage ou le taux qui permet de réaliser l'égalité entre les deux. On détermine le taux de rendement interne du projet. Donc, c'est comme si on fait les coûts sur plutôt les revenus sur les coûts. Okay? Donc, la rentabilité du projet. Donc, les revenus sur les ressources ou le capital investi plutôt. Okay? Donc, là, on pourra déterminer le pourcentage de gain. Donc, ce taux-là, on l'appelle le taux de rendement interne. Donc là, le taux de rendement interne doit être plus important que le coût des moyens de financement pour dire que le projet, il est rentable. Donc, la règle de décision, elle est différente de la VAN. Donc, les revenus, en fin du compte, c'est les cash flows. Donc, je vous ai montré l'autre fois comment on calcule les cash flows. C'est la différence entre les revenus moins les dépenses. Bien sûr, fois 1 moins T, il faut que ça soit net de l'impôt sur les bénéfices et on ajoute l'amortissement pour annuler une composante de l'amortissement, mais pas tout. On ne peut pas annuler l'impact de l'amortissement sur les revenus. Donc, juste retenez ça. Donc, la formule, c'est que c'est les revenus moins les dépenses décaissables, moins l'amortissement, c'est une dépense non décaissable. J'imagine que c'est bien mentionné là, l'autre fois, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, les recettes, plutôt les revenus, voilà, ou les cash flows plutôt. C'est les flux réels générés qui est la différence entre les revenus, les recettes, moins les dépenses. Donc, DT, c'est les dépenses décaissables et l'amortissement, c'est la seule dépense qui est non décaissable. Fois A moins T, donc là, on parle, donc cette partie, c'est le bénéfice net. OK? Et on ajoute l'amortissement, retenez ça. Donc, peut-être dans une autre occasion, je pourrais bien expliquer ceci. Donc, et normalement, vous avez une idée sur le calcul des cash flows, mais si vous avez oublié, donc, je pourrais expliquer ceci. Donc, c'est les cash flows réels, c'est-à-dire les flux, les revenus encaissés réellement. OK? Donc, les encaissements moins les décaissements de manière générale. Donc, c'est les indicateurs de rentabilité, mais généralement, on utilise la VAT.
c'est l'indicateur le plus utilisé. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le tableau de trésorerie prévisionnelle. Donc là, il faut suivre la trésorerie pour que, si, selon les prévisions, dans une période bien déterminée, il y a un problème de liquidité, l'entreprise saura trouver une solution pour remédier à ces difficultés-là et trouver des solutions pour s'en sortir. Donc, le tableau de trésorerie, c'est quoi? Et bien sûr, prévisionnel, tout est prévisionnel. On est à tête égale à 0 et on veut évaluer la rentabilité du projet dans le futur. Donc, il n'y a pas encore eu activité, donc certainement, on va se baser sur les prévisions. Et je répète, dans les prévisions, on ne va pas donner des chiffres parachutés. Donc, tout doit être bien étudié. On doit se baser sur des questionnaires, on doit se baser sur des statistiques, on doit se baser sur des devis. Donc là, il faut qu'il y ait une explication pour chaque chiffre. On ne parachute pas les chiffres. Il faut que ces chiffres reflètent la réalité. Donc, la gestion de la trésorerie est cruciale pour la stabilité financière de votre entreprise. Donc, juste une remarque. La liquidité ou la trésorerie de manière générale, donc, elle est différente de la rentabilité. L'entreprise peut être rentable, mais elle est illiquide. Elle a des difficultés elle a un problème de trésorerie. OK? Donc, si on gère les encaissements et les décaissements, on va réduire notre besoin en termes de liquidité. Mais il se peut qu'on ne gère pas les délais et on a un besoin, par exemple, le décaissement se fait avant l'encaissement. Donc, certainement, on va s'endetter parce que il faut honorer nos engagements. Donc, l'entreprise a là des problèmes de trésorerie, mais elle est rentable parce que le prix de vente, il est plus important que le coût de revient. Donc, elle est rentable, mais elle a des problèmes de liquidité, de gestion de trésorerie. Et vice-versa, l'entreprise peut gérer les délais, sauf que les revenus sont plus faibles que les coûts. Donc, elle peut être, elle n'a pas de problème de liquidité, mais elle n'est pas rentable. Et elle peut ne pas avoir des problèmes de liquidité et une bonne gestion de trésorerie, et elle est rentable aussi. Donc là, il faut faire la distinction entre la trésorerie et la liquidité et la rentabilité. Ce n'est pas la même chose. Juste une remarque, parce que beaucoup font cette confusion. Donc, on parle de la rentabilité directement, ils vont utiliser des indicateurs de liquidité. Non, c'est différent. C'est bien d'avoir une bonne gestion de trésorerie pour éviter le besoin de liquidité, tout simplement, c'est bien. Mais on peut s'en sortir et s'endetter de plus de charges. Et ces charges supplémentaires vont réduire notre marge bénéficiaire, mais on est quand même bénéficiaire, tout simplement. Et généralement, la gestion des délais, c'est qu'on veut toujours éloigner les dates des décaissements, des dépenses, et rapprocher la date des encaissements. Donc, principalement, hein, mais il y en a d'autres. Donc, le délai client, on essaie de le rapprocher et fournisseur, on essaie de l'éloigner. Mais ce n'est pas toujours faisable. Parce que selon le modèle des 5 forces de Porter, qui est en position de force, parfois on peut gérer et parfois c'est imposé. Donc, si le fournisseur, il est monopole, donc là, je ne peux rien faire. Donc, la date est imposée. Et s'il y a pas mal de fournisseurs, donc c'est moi qui est en position de force parce que si un fournisseur, ses conditions ne sont pas satisfaisantes pour moi, il y en a plusieurs qui vont essayer de me satisfaire. Donc là, c'est moi qui est en position de force et je peux gérer les délais. Donc, tout dépend de la situation. Mais on essaie de gérer les délais des encaissements et des décaissements pour éviter
le besoin de liquidité. Donc, un tableau de trésorerie prévisionnel annuel, donc généralement c'est mensuel, mais par année, donc chaque mois, vous aide à anticiper vos besoins financiers et à éviter les difficultés de liquidité. Voilà, je parle de liquidité et on ne parle pas de rentabilité. Et c'est différent. Donc, un tableau de trésorerie prévisionnel annuel vous permet de quantifier vos besoins financiers et donc évaluer les fonds nécessaires pour le fonctionnement et le développement de votre entreprise. Généralement, c'est les dépenses. Et anticiper les difficultés, prévoir les périodes de tension, de trésorerie, c'est-à-dire on a une activité plus importante et prendre des mesures correctives à temps. C'est-à-dire, on va prévoir l'évolution de l'activité, on saura a priori quelle est la période qui nécessite plus de liquidité, plus de trésorerie et on doit s'adapter. Donc, gérer les périodes creuses, s'assurer que vous pouvez faire face aux fluctuations saisonnières de votre activité. Donc, là où il n'y a pas vraiment une activité, donc surtout dans les activités saisonnières. Donc là, disons pour les boissons gazeuses, ok. Donc généralement, le pic de l'activité, c'est dans la période estivale. Et sinon, l'activité, elle est en baisse. Peut-être, je ne sais pas, il y aura une période là où il n'y a pas de consommation. Mais bon, là, il y a quand même une consommation, mais qui est faible. Mais il y a des activités où il y a pratiquement arrêt d'activité dans des périodes bien déterminées. Donc là, il faut gérer parce qu'on aura besoin de revenus pour financer les dépenses. Donc là, on essaie de faire l'ajustement entre les périodes où l'activité elle est au maximum et là, et dans les périodes où il n'y a pas vraiment activité. Donc, optimiser les excédents de trésorerie, donc utiliser le surplus de trésorerie pour des investissements ou des placements. Donc, en fait, c'est bien d'avoir la trésorerie et la liquidité nécessaires pour financer l'activité. Donc là, on parle de l'activité courante parce que dans le long terme, l'investissement à long terme, c'est les immobilisations, on a déjà financé les biens qui vont durer à long terme, les voitures, les locaux, les machines, etc. Donc, c'est un investissement à long terme. Donc, l'infrastructure est préparée. Donc, la trésorerie va nous aider pour assurer l'activité d'exploitation, le court terme. Et la trésorerie, elle va aller en fluctuation. C'est pour ça qu'on fait le calcul annuellement, mais aussi par mois, chaque année. Parce que c'est l'activité courante, elle change d'un mois à un autre. Et on peut faire les ajustements parce que c'est le court terme. Donc là, si on veut avoir la trésorerie nécessaire pour assurer le déroulement de l'activité convenablement. Donc, si on a moins de liquidité, donc là, on a un problème de liquidité, on doit se financer de quelque part. Généralement, on s'endette à court terme. Et si on a un excès, c'est mal vu aussi parce que ça prouve que l'entreprise, elle a un problème d'investissement. Il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Donc, si elle ne s'investit pas, donc il y aura moins de revenus dans le futur et il y aura donc la durabilité de l'entreprise sera risquée. Donc, il faut juste avoir les liquidités nécessaires. Donc, moins de liquidité, donc il y a un problème de liquidité. De plus, on dit que c'est un problème de l'argent oisif, c'est-à-dire on a de la liquidité, mais qui n'est pas investie, on n'a pas profité pour générer de l'argent. Donc, on ne peut pas laisser l'argent à côté. Il faut toujours l'investir dans les entreprises et prendre des décisions éclairées, avoir une vision claire de la santé financière de l'entreprise pour mieux planifier les actions futures. Donc là, une bonne gestion de liquidité, c'est qu'on a une bonne gestion de la liquidité. Donc, les délais sont bien gérés et la liquidité, elle est stable. Donc là, on n'a pas besoin à chaque fois de chercher le financement de quelque part.
Donc, il permet de suivre l'évolution des flux de trésorerie, donc le tableau des flux de trésorerie, d'anticiper les besoins en liquidité et d'assurer la solvabilité à court terme. Donc, on a la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements, donc l'entreprise, elle est solvable. Le plan de trésorerie est un document prévisionnel qui synthétise les recettes et les dépenses dans le futur, bien sûr à court terme, sur une période donnée, généralement mois par mois. Généralement, ça ne dépasse pas les 3 ans. Donc, on ne peut pas prévoir le moyen et long terme avec précision, à moins que le bailleur de fonds exige des prévisions sur 5 ans. C'est autre chose. On est obligé de faire les prévisions. Donc là, comment établir un tableau de trésorerie prévisionnelle annuel? Qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi simple que ça. D'abord, il faut collecter les données financières relatives aux encaissements et décaissements parce que là, on vise les flux de trésorerie, les flux financiers. Donc, on s'en fout de l'opération. Par exemple, il y a eu l'achat d'une voiture, par exemple. On s'en fout de l'immobilisation où on va la mettre. Ce qui compte, c'est les conséquences sur les flux de trésorerie. Donc, il y a sortie d'argent. Donc, ce qui compte, c'est la dépense. OK? Et vice-versa, on a vendu des stocks. On s'en fout des stocks. On va s'intéresser à l'encaissement de l'argent. C'est un flux entrant. Donc, cela inclut les ventes, les subventions, c'est un flux entrant, les prêts, les salaires, c'est un flux sortant ou dépenses, les loyers, les achats, et bien sûr, la TVA, c'est un flux. Donc, bien sûr, la TVA n'a pas d'impact sur le résultat, mais a un impact sur la trésorerie. Donc, créer un tableau, donc deuxième, on a toutes les informations concernant les entrées et les sorties de la liquidité, c'est-à-dire les encaissements et les décaissements. Donc, créer un tableau. Donc, généralement, on utilise un logiciel ou un Excel, mais actuellement, il y a des logiciels. Donc, il y a des colonnes mois par mois et il y a des lignes où on met les encaissements et les décaissements. Donc, c'est un tableau simple. Estimer les encaissements, bien sûr, principalement les revenus. Estimer les décaissements, toutes les charges. Donc, les dépenses, quoi? Les sorties d'argent. Calculer le solde de trésorerie mensuel, c'est-à-dire dans chaque colonne relative à un mois bien déterminé, on a le solde de départ, c'est-à-dire le solde final du mois précédent, plus tous les revenus, moins plutôt tous les encaissements, moins toutes les dépenses, et on aura le solde final de ce mois-là, qui sera le solde initial du mois suivant. Parce qu'il y a la continuité. On va se baser sur ce solde-là pour suivre l'activité. Donc, analyser les résultats, donc, il nous permet, ce tableau, d'identifier les mois où la trésorerie, elle est négative, donc on a un besoin de liquidité, et ceux où elle est positive. Donc, tout est bon. Bien sûr positive, mais bien sûr la valeur. Parfois, c'est positif, ok, mais c'est la liquidité. Quand même, on a encore un manque de liquidité. Donc, non seulement elle est positive, mais on n'a pas je m'excuse. Donc, elle est positive. Donc, si elle est positive, c'est que les encaissements dépassent les encaissements. On a déjà ouvert les décaissements. Sauf que si elle est positive mais excessive, on a un problème d'investissement. OK? Donc, si elle est positive, donc il n'y a pas de problème. Juste rectifier. Et si elle est négative, c'est que les décaissements dépassent les encaissements. On a un problème de liquidité. Donc, comment faire pour couvrir les dépenses? Donc, pour gérer efficacement votre trésorerie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester réaliste et prudent lorsque vous allez élaborer votre étude financière. Donc, ne soyez pas trop optimiste dans vos prévisions pour éviter les erreurs. Parfois, on peut être optimiste et par la suite, on va voir que les chiffres prévus ne sont pas réalistes. Donc, c'est pour ça il faut, que je vous ai dit l'autre fois, en élaborant l'étude financière, on doit se baser sur des chiffres
des statistiques, des questionnaires, des devis, etc. Et on doit toujours faire des hypothèses. Est-ce qu'on est optimiste, on est pessimiste, moyennement, donc, dans la situation ordinaire, ok? Donc, il y a plusieurs alternatives. Donc, il faut faire des hypothèses, il faut choisir des hypothèses parce que ça va nous aider dans l'explication des chiffres. On est dans quelle vision et dans quelle optique. Mais il ne faut pas être très optimiste, donc on pourra se heurter à des erreurs par la suite. Et bien sûr, si on est pessimiste, donc, et par la suite la situation sera meilleure, c'est toujours bien. Donc le problème réside lorsqu'on est très optimiste et bien sûr les chiffres seront au-dessous de nos prévisions. C'est ça le problème. Plutôt le problème réside là. Donc tenez compte des délais de paiement, principalement clients-fournisseurs. Donc il y a d'autres décaissements et il y a d'autres encaissements, sauf que les principaux encaissements et décaissements sont générés par les clients et les fournisseurs. Donc on essaie, comme je vous ai dit, de gérer les délais. Donc, les délais paiement peuvent affecter vos flux de trésorerie. Donc, prévoyez un décalage possible pour éviter les surprises. Donc, on essaie de les rapprocher au maximum et de préférence délai client est plus proche que celui des fournisseurs. C'est-à-dire, j'encaisse et puis je décaisse. Estimez les flux financiers, donc précisez au mieux les montants et les dates des flux financiers entrants et sortants pour anticiper votre position de trésorerie. Quand est-ce qu'on est on a une trésorerie positive, on n'a pas de difficultés, de problème de liquidité. Quand est-ce que la trésorerie elle est négative et on a un problème de liquidité et bien sûr, on doit préparer les solutions pour s'en sortir. Donc, suivre l'évolution mensuelle. Donc, on ne va pas présenter que la trésorerie annuelle. C'est vrai, annuelle parce qu'on a la trésorerie finale au 31/12, mais aussi, il y a l'évolution à travers les mois. Donc, surveillez l'évolution de votre solde de trésorerie mois après mois pour détecter les tendances et ajuster les prévisions. Et en cas de doute, n'hésitez pas à faire valider votre plan de trésorerie par un expert comptable. OK? Donc, il est toujours plus connaisseur. Donc, c'est un modèle. Il y a pas mal de modèles de plans de trésorerie. Donc, là, on a le solde de départ. OK, donc c'est le 31/12 de l'année précédente. Le premier mois, on a le solde de départ et on a les encaissements en TTC et on a les décaissements. Généralement, c'est les charges, c'est les revenus. Et, la différence nous donne le solde de ce mois et c'est le solde final. On prend en considération le solde initial. Et le final sera mis ici comme le solde de départ et ainsi de suite. Et au 31/12, on a le solde final qui est le solde annuel. Voilà, donc je vous ai demandé de préparer le compte de résultat sur 3 ans l'autre fois. Le seuil de rentabilité et l'aval. Et le tableau de trésorerie, c'était prévu de le préparer pour cette séance, mais j'ai reporté cette partie. Voilà, donc de cette façon, j'ai terminé le contenu de cette formation. Et à vous de poser des questions. Et s'il y a des travaux à présenter, donc ça sera idéal. Alors, donc, à vous la parole, Madame Quds. J'ai terminé et la parole est aux apprenants aussi. Merci énormément pour toutes ces informations. Alors là, si quelqu'un veut poser une question ou bien partager avec nous son travail, on est là. Donc, il peut soit lever la main pour avoir la parole ou bien écrire sur le chat. Des questions?
Je pense que tout est clair, docteur Nadia. Ok, donc si tout est bon, donc tant mieux. Bon, vu qu'il n'y a pas de travaux à présenter, surtout Ambad, l'autre fois, nous a promis de présenter son travail cette fois-ci, mais bah, il est absent, il n'est pas là. Donc, il faut qu'il ait une application. Donc, il y a un projet que je vais présenter pour avoir une idée sur l'application de ce qu'on a vu. Et je vais vous envoyer ce document certainement. C'est un exemple de l'étude de faisabilité d'un projet. Donc, je vais partager de nouveau mon écran parce que j'ai cru qu'il y a des travaux à présenter, donc j'ai annulé le partage. Ok, donc le document, voilà. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet, donc il est accessible, mais quand même, je vais vous envoyer le document. Donc, c'est un exemple de plan d'affaires. Donc, c'est le système d'acquisition, voilà, donc c'est ça, c'est pas ça. Voilà, c'est une entreprise, donc c'est un projet d'une entreprise. Voilà, donc le nom de l'entreprise, c'est Café Éponyme. Donc, c'est une entreprise qui vend du café. Donc, la mission, c'est quoi du projet? Le café éponyme se propose d'offrir à ses clients un cadre enchanteur et plaisant. Ah, le café, je m'excuse. C'est un café, désolé. Donc, parce que ça fait un moment que j'ai cherché le document, dans lequel ils peuvent se rencontrer, discuter et se relaxer en savourant des mythes. Ok, il y a un E qui manque et des boissons délicieuses. Voilà, donc là, ils ont commencé par ils ont travaillé sur 2 ans. Donc là, certainement, il n'y a pas, les bailleurs de fonds n'ont pas insisté sur des prévisions sur 3 ans. Donc, ça peut aller. Donc, si on ne va pas s'endetter surtout auprès des banques, donc là, ce qui compte dans l'étude financière, c'est d'avoir une idée sur la rentabilité du projet, et peu importe la période. Donc, le besoin de financement, il est présenté par la suite. Donc, je vais passer. Première chose, c'est l'étude de marché. Donc, on ne peut pas se lancer dans un projet sans étudier le marché. Quels sont les concurrents? Quelle est la clientèle? Quel est leurs besoins pour satisfaire le besoin des clients. Donc, c'est pour ça qu'on a élaboré au début le BMC, c'est le Business Model Canvas, donc le modèle économique qui présente notre idée. Et la rubrique la plus importante, c'est la valeur proposée, ce qu'on va proposer à notre client pour qu'il achète notre produit ou notre service. OK? Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous pouvez lire le document une fois envoyé. Donc, le marché visé. Donc, il y a d'abord les étudiants, il y a les jeunes professionnels, vous voyez, donc les jeunes professionnels. Il y a 2 segments. Donc là, on peut avoir un seul segment, on peut avoir 2. Et on peut offrir le même service à ces 2 segments ou des services différents. Donc, tout dépend de la situation. Il y a la clientèle secondaire. OK, donc là, autres résidents. Mais principalement, il y a 2 segments. OK, donc la clientèle, elle est claire. Certainement, il y a eu des questionnaires et ces clients-là ont exprimé leurs besoins. OK, peut-être il n'y a pas un endroit calme, donc là où ils peuvent rester calmement. Donc, il y a un besoin. Donc,
quels sont leurs besoins, il faut les satisfaire. Donc, et ça commence par l'élaboration de BMC et c'est ce qu'on a fait au début. La demande actuelle, la tendance future et le potentiel des ventes estimées. Donc là, il faut faire une étude du marché et une étude économique. Donc tout à l'heure, il y avait dans le cours l'étude économique et l'étude financière. En fait, je n'ai pas présenté l'étude économique, donc j'ai prévu de la présenter brièvement et oralement. Donc, l'étude de faisabilité économique ou l'étude économique, elle est essentielle dans la planification. Pourquoi? Parce que c'est une analyse du système économique prévu pour l'entreprise, permet aussi d'évaluer l'impact de l'économie sur l'activité et aussi l'impact de l'entreprise, principalement l'impact social. Donc, l'étude économique permet de déterminer si le projet peut être réalisé dans les conditions économiques présentes. Donc, est-ce que le pays, il y a trop d'impôts? Est-ce qu'il y a trop d'inflation? Donc, ça peut impacter négativement l'activité. Et déjà, on peut détecter ceci en faisant l'analyse PESTEL parce qu'il y a les facteurs macroéconomiques, y compris, donc PESTEL, c'est politique économique, voilà, socioculturelle, technologique, environnementale et légale. Donc, donc, la composante économique, elle est déjà étudiée là. OK? Donc, l'étude économique a un impact, comme je viens de le dire, sur l'activité. Donc, la première chose, il faut valider l'idée dans ce contexte. C'est faisable. Il y a des idées qui peuvent être appliquées dans un autre pays et pas dans notre pays, comme le financement participatif, le crowdfunding. Donc, il est applicable, il y a des applications en France. Il y a pas mal de plateformes, mais celle que j'ai retenue, c'est celle de Babylone. Vous pouvez voir la plateforme Babylone. Donc, malheureusement, il y a pas mal de pays qui n'ont pas autorisé l'utilisation de financement participatif. Dans d'autres, oui. Donc, si je n'ai pas accès aux moyens de financement, donc parce que je n'ai pas les garanties nécessaires, la banque ne va pas me financer, je n'ai pas trouvé d'investisseur. Et je n'ai pas accès à cette plateforme-là. Donc, je vais abandonner le projet. Pourtant, un projet pareil, il est lancé dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc, c'est la même situation, sans que ils ont accès à la plateforme de financement participatif. Donc, en fait, c'est quoi, donc en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le crowdfunding? Donc, le financement se fait à travers une plateforme. Il y a des offreurs d'argent, okay, ou des épargnants, on peut dire, ils ont de l'argent, ils veulent investir. Et il y a ceux qui ont besoin de financement ou les demandeurs de fonds. Donc, les demandeurs de fonds ont des idées, mais ils n'ont pas de financement. Donc, ils vont présenter leurs idées et ceux qui ont des fonds vont suivre cette présentation. S'ils sont convaincus, ils vont financer et le projet, ils vont être des actionnaires, bien sûr. Donc, des actionnaires ou des créanciers. Donc, ils peuvent endetter. Tout dépend de la nature du financement. OK? Donc, il y a le crowdfunding et il y a le crowdlending. Donc, si ils vont être des actionnaires, donc ils vont acheter des actions. Donc, ils peuvent acheter même
par 1 euro, 2 euros, c'est pas grave. Donc, il y a tout un système, il y a un programme. Et chaque investisseur, donc il y a la somme qu'il a investie et le revenu attendu. Et il aura ses revenus vu que normalement le projet il est rentable. S'il y a un problème, tout est transparent. Donc, il y a un investisseur dans cette plateforme, sur cette plateforme Babylone. Il a collecté le fonds par le biais de 80 000 investisseurs. Vous voyez, 80 000 investisseurs, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il a collecté le fonds. Okay. La banque ne va pas le financer parce qu'il n'a pas les garanties nécessaires. Donc, ce moyen de financement est là pour financer ce type de projets qui sont rentables, mais malheureusement, ils n'ont pas les garanties nécessaires. Donc, si dans pas mal d'idées de pays, ce moyen n'est pas accessible, n'est pas autorisé, donc ce projet, on ne peut pas le lancer. Il y a d'autres idées, par exemple, qui portent sur les données personnelles. Donc, c'est accessible, c'est faisable dans des pays et ce n'est pas faisable dans d'autres pays. Là, il faut voir le cadre économique de manière générale et même légale. Donc, à travers l'économie, donc là, on parle de tout ce qui est économique. Mais dans Pestel, tous les volets qui peuvent bloquer l'idée. Donc là, donc il faut valider l'idée, elle est adaptée au contexte. Donc là, les coûts sont dans les normes. Okay. Donc, on peut générer des gains, par exemple, la valeur de la matière première, l'inflation, le taux d'intérêt pour l'endettement. Donc, tout ça, l'impôt aussi, donc tout ça, il a un impact sur la rentabilité. Donc, tout ça dépend de l'environnement économique. Attirer les investisseurs aussi, donc tout dépend de la situation économique. Donc, en fin du compte, le cadre économique impacte la situation, la situation financière de l'entreprise. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, aussi, donc, non seulement il y a, donc en fait, l'impact, c'est dans les deux sens. Donc, le type de système économique, il impacte l'entreprise, le niveau d'inflation, la politique fiscale du pays, le niveau aussi de taxation, les mesures douanières, le code d'investissement, est-ce qu'il y a des incitations ou non? Tout ça fait partie de l'évaluation du contexte économique. Donc, c'est l'impact de l'environnement économique sur le projet, son acceptation et sa rentabilité. Et il y a aussi l'impact du projet sur l'environnement économique, donc la création de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie à travers les services qu'il propose, l'accès à de nouveaux services ou ressources, etc. Donc, c'est ce qu'on veut dire par l'étude économique. Alors, donc là, on va se focaliser que sur l'étude économique. Le potentiel actuel et tendance future du marché qui dépend de la politique, de la stratégie du pays, etc. Donc, les ventes estimées, donc, qui dépendent du contexte économique. Il faut présenter nos hypothèses, par exemple l'évolution des ventes d'une année à une autre, sur quelle base? Parce que peut-être il y a un concurrent qui part, il y a l'augmentation de la population, il y a le volet satisfaction. Donc, on peut mettre des hypothèses. Par exemple, on n'est pas trop optimiste, on n'est ni pessimiste ni optimiste. On va dire que l'augmentation sera de 5% chaque année, mais il y a des hypothèses qui sont justifiées pour prouver l'évolution des ventes d'une année à une autre. Donc là, c'est les produits qui sont vendus dans le café. Donc, en fait, je compte le revenu, c'est généré suite à la vente de ces produits. Donc, l'estimation, c'est sur 2 ans.
donc l'estimation de l'année 1 et l'année 2, la situation concurrentielle, donc c'est très important de présenter la situation concurrentielle. Il faut trouver quels sont les concurrents qui présentent le même service ou produit, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses et qu'est-ce qu'on va proposer de plus. Donc, on ne va pas se contenter de présenter quel est le concurrent, quels sont les concurrents et on se limite à ça. Non, il faut faire une étude détaillée de ce que proposent ces concurrents, quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles et qu'est-ce que je vais proposer de plus. Et bien sûr, on doit revoir, à chaque fois on avance dans les études, on va revenir sur le business model, le modèle économique ou le modèle d'affaires et améliorer la valeur proposée. Donc, il faut qu'il ait une composante d'innovation, quelque chose de différent, quelque chose de plus pour attirer la clientèle. Pourquoi le client, il va venir chez moi et ne pas rester chez le concurrent et rester fidèle. Donc là, l'analyse de la concurrence, elle est très, très importante. Donc, parfois, on n'a pas de concurrent à l'échelle nationale, donc ce n'est pas grave. On peut s'inspirer des concurrents à l'échelle internationale. Ce n'est pas des concurrents au vrai sens du mot, mais c'est des entreprises qui ont la même activité et on s'inspire. Okay? Donc là, il faut qu'il ait une référence. Le plan marketing, c'est le produit, qu'est-ce qu'on propose, ou le service. Le prix. Donc, le prix, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que on va s'aligner à ce qu'il y a sur le marché? On va se baser sur le coût. Donc, on va proposer un prix assez bas et par la suite, on va augmenter. Donc, ça dépend de la structure du marché et des concurrents. Donc là, après études et analyses, donc il y a les prix proposés et les prix proposés par les concurrents. On ne peut pas proposer des prix indépendamment des concurrents, mais aussi il faut que les prix proposés nous permettent de générer des gains. Donc, si on s'aligne aux concurrents et les revenus ne permettent pas de couvrir les coûts, donc là, on n'a rien fait. Donc, l'entreprise ne sera pas rentable, donc il vaut mieux ne pas se lancer dans l'activité. Et la communication, donc avec les clients, avec les fournisseurs, surtout avec les clients, il y aura des affiches pour passer l'information, des publicités, il y a des cartes de fidélité. Comment, donc là, ça fait, donc c'est la relation client, et principalement qu'on trouve dans le business model. La localisation, donc c'est le canal de distribution qu'on trouve dans le business model. Donc c'est proche de quel client, où ils peuvent faire la livraison à domicile, donc comment ils vont livrer leurs produits. Et les ressources matérielles et humaines, donc le local, les ressources matérielles, généralement, c'est les immobilisations, les actifs circulants, donc les stocks, certainement, ils ont besoin de stocks, café, sucre et tout ça. Les ressources humaines, les compétences, donc là, pas trop de ressources humaines, donc juste les propriétaires et 2 employés. Donc, généralement, on essaie toujours en entrepreneuriat de compresser les charges, de commencer petit puis s'agrandir. On doit tâtonner, on doit s'habituer au marché, puis on fait des extensions et une croissance. Les ressources financières maintenant, donc le coût de financement. Donc là, on a besoin de terrain, aménagement de terrain, donc généralement c'est les immobilisations, et on a besoin de liquidité. Donc c'est le plan de financement là. Donc on trouve cette partie c'est en haut, donc ils sont inversés, et cette partie doit être en bas. Donc, en fait, l'investissement coûte 50 500 $.
le financement, donc il y a l'emprunt auprès d'une banque, il y a la subvention et il y a le mise de fonds, le fonds propre. Donc, c'est de cette façon qu'il y a eu le montage financier et le financement. C'est le plan de financement initial. Ils n'ont pas élaboré le plan de financement prévisionnel, mais c'est la même chose, juste l'évolution dans le futur. Donc là, le compte de résultat, donc c'est 2 ans, donc les prévisions, donc les revenus, c'est les ventes, avec les coûts, ok, coûts de marchandises vendues, donc c'est les achats, variations de stock, etc. Avec, il y a aussi les dépenses d'exploitation, là, il y a les frais d'administration, il y a les frais financiers. Donc là, juste une remarque, lorsque vous allez mettre les charges financières, donc les intérêts sur emprunt à la banque, là, il y a des simulateurs en ligne, il faut voir quel est l'emprunt que vous allez demander ou chercher et voir une banque. Généralement, le taux d'intérêt des banques, pratiquement, il est proche. Et le simulateur vous calcule les échéances à payer et et l'intérêt. Donc, chaque année, il y a un intérêt à payer. Donc, il y a des mensualités, mais dans chaque mensualité, il y a le principal et l'intérêt. Et sur la totalité de l'année, on va faire le total des intérêts à payer chaque mois et c'est l'intérêt à payer cette année. On ne met pas des chiffres parachutés parce que lorsque vous allez présenter votre étude de marché, donc les membres du jury peuvent s'informer sur ces chiffres-là. Même chose pour les amortissements, donc c'est des charges. Donc les amortissements aussi, il faut déterminer quelle est la valeur d'origine, l'amortissement, quelle est la durée de l'amortissement et calculer l'amortissement. Donc il faut calculer ces chiffres-là et on ne les parachute pas. Quoi d'autre? Le bilan prévisionnel. Donc là, ils ont mis le bilan prévisionnel, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Ce qui compte, c'est le plan de financement. Donc, il aurait dû, dans cette étude, présenter le plan de financement prévisionnel. Pratiquement, c'est la même chose, sauf que donc l'évolution des immobilisations et des moyens de financement. Donc, ils peuvent nous aider pour déterminer le plan de financement prévisionnel. Et bien sûr, il faut calculer le besoin en fonds de roulement parce que ce n'est pas mentionné dans le bilan. Quoi d'autre? L'estimation des ventes. Donc, c'est déjà présenté. Le tableau d'amortissement, voilà, des immobilisations, on les calcule. Ce n'est pas parachuté. OK? Chaque immobilisation, donc sauf terrain, il n'est pas amortissable, mais les autres sont amortissables. Donc, le flux de trésorerie, donc, on a donc le départ, on n'a pas d'un solde initial. Voilà. Donc, il y a des revenus probables et il y a des dépenses. Et il y a des, donc la continuité, voilà, les frais de vente. Donc là, à la fin, on a le solde de fin du mois. Donc 3319. Donc le premier mois, généralement, c'est l'initial. Voilà. 3319, c'est l'initial du mois suivant. Et ainsi de suite, et on aura des revenus le mois suivant. Et il y aura des dépenses et ainsi de suite. Et à la fin, on a la trésorerie finale au 31/12. Donc là, c'est en 2006. En 2007, ils ont fait le travail sur 2 exercices seulement. Quoi d'autre? Donc, les ratios. Donc là, on n'a pas présenté les ratios. Donc, on passe. Donc, c'est plutôt dans l'étude financière, dans l'analyse financière. Mais on peut présenter ROA, ROE, c'est la rentabilité des actifs et la rentabilité des capitaux propres.
mais ce qui compte, c'est le calcul du seuil de rentabilité et de la vanne. Ce n'est pas calculé la vanne, mais là, donc je termine avec le seuil de rentabilité. Je vais vous expliquer comment calculer la vanne en se basant sur ce projet. Donc, dans la rentabilité, là, on a les, le chiffre d'affaires, ok, on a les coûts variables. Donc, dans les charges, il y a les charges variables et il y a les charges fixes. Donc, logiquement, il y a le détail du calcul. S'il n'y a pas le détail, vous pouvez revenir sur les charges et vous pouvez calculer les coûts variables et les coûts fixes. Et là, la formule du seuil de rentabilité en valeur. Donc là, ils ont calculé en valeur. C'est les coûts fixes sur 1 moins taux de marge sur coût variable, qui est moins coût variable sur c'est la formule coût fixe sur 1. Donc, je dois revoir la formule 1 moins un moment. Je vais revenir sur ça. Quelle est la formule utilisée? La vente, donc là, en valeur. Le seuil de rentabilité, généralement, c'est on utilise le seuil, le taux de marge sur coût variable. Je dois revenir sur la formule. Donc, c'est 112 000. OK. Donc, il faut que le revenu soit égal ou le chiffre d'affaires égal à ce montant-là pour dire qu'à partir de là, on commence à générer des gains. Si le chiffre d'affaires probable est inférieur, donc on est dans la zone de perte. Si le chiffre d'affaires probable est supérieur, c'est que on est dans la zone de gain. Donc là, en 2006, c'est 112 000, donc disons presque 113 000. On peut revenir et voir quel est le chiffre d'affaires de cette année-là. Donc, c'est 137 000, vous voyez, donc elle est rentable. Et donc, parce que le chiffre d'affaires probable dépasse le chiffre d'affaires du seuil de rentabilité. Donc, elle est dans la zone de gain. Et pour l'année 2007, il est prévu à 162 000. 162 000. Donc là, il est à 135 000. Donc, elle est rentable. Okay? L'activité, elle est rentable. On peut générer des revenus qui dépassent le revenu relatif au seuil de rentabilité. C'est-à-dire, à ce moment-là, okay, à 135 000, on a couvert toutes les charges. Donc, 162 000 moins 135 000, donc la différence, c'est des gains. Même chose ici. Okay? Donc, il n'y a pas de problème. Le projet, il est rentable. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste juste le calcul, donc le plan de financement prévisionnel. On peut se baser sur le bilan prévisionnel pour élaborer le plan de financement prévisionnel et pour calculer les cash flows. Donc, on a le compte de résultat. On pourra calculer les cash flows. Et pour calculer la vanne, on peut utiliser le taux d'intérêt. Donc, c'est, généralement, on fait l'approximation du coût de capital au taux d'actualisation au taux d'intérêt, tout simplement, pour faciliter le calcul. Et vous avez l'investissement initial, le coût du projet, vous avez toutes les informations et vous pouvez calculer la vanne. Et normalement, vu que le chiffre d'affaires prévisionnel, il dépasse le seuil de rentabilité, donc normalement, la valeur actuelle nette sera positive et le projet sera rentable. Ainsi, j'ai bien présenté ce projet-là qui peut vous aider pour présenter une étude de projet ultérieurement. Donc, ainsi, j'ai terminé et j'attends vos questions si on a des questions. Merci beaucoup, Dr Nedia. Alors, pour ceux qui veulent poser une question ou bien veulent participer,
Ils doivent juste lever la main pour avoir la parole. Alors, Catherine, vous avez accès à Catherine. Vous pouvez activer juste Oui, votre oui, micro. bonjour, bonsoir. Oui, je viens d'activer, je salue tout le monde. C'est pas du tout une question. Je voulais juste demander par Clémence si on pouvait quand même avoir les modules ici et puis les business plans qu'on vient de nous présenter, si on peut commencer aussi à suivre ces modèles afin de rédiger aussi de notre côté. Merci. Donc, Catherine, je vous ai envoyé dès le début un modèle préparé par une banque, un modèle de plan d'affaires et il y a des explications du contenu de chaque rubrique. OK? Donc, vous avez déjà le modèle. Et bon, il y a des différences entre les modèles. Il y a des outils parfois comme les ratios qui sont présentés dans ce projet. Dans d'autres modèles, ce n'est pas présenté. Mais l'essentiel, je l'ai déjà présenté dans le support de formation, à savoir les quatre tableaux et le seuil de rentabilité et les indicateurs de rentabilité. C'est l'essentiel. Mais où se trouve la difficulté? La difficulté se trouve dans l'étude de marché parce que ça va se répercuter sur les chiffres par la suite. Donc, quel est le besoin exact, la valeur proposée dès le départ? L'analyse de la concurrence pour se positionner sur le marché et par la suite les chiffres. Donc, quel est le chiffre d'affaires prévisionnel? Sur quelle base? Bien sûr, sur la base de la population estimée, plutôt la clientèle estimée, la population cible. Donc, on ne peut l'estimer qu'en se basant sur des études, le questionnaire, les statistiques. Donc, là, la difficulté, pas la difficulté, mais la clé, c'est qu'on se base sur des chiffres réels pour élaborer par la suite une étude de faisabilité proche de la réalité. C'est clair, Catherine? Merci beaucoup. Donc, Catherine, elle a dit merci beaucoup. Cette formation est très intéressante. Merci, Catherine. Avez-vous des autres questions? Non, Alors, je non, je pense, n'ai pas de question. Merci beaucoup, vraiment. merci Très à vous. pertinent. Merci. Alors, à la fin de cette formation, Docteur Nedia, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, je remercie les participants. Malheureusement, la dernière séance, je n'ai pas eu de travaux à présenter parce que le débat certainement aurait dû être plus riche. Donc, je vais vous envoyer le projet qui peut vous aider. Donc, essayez quand même d'élaborer vos plans d'affaires et me les envoyer. Je peux corriger ou en cas de nécessité, on peut programmer une séance pour ceux qui ont élaboré leur plan d'affaires. On peut s'arranger avec Madame Malak. Et s'il y a vraiment du travail à présenter. Donc, parce que donc c'est bien de présenter les outils nécessaires pour élaborer une étude de faisabilité d'un projet, mais le plus important, c'est d'appliquer. Donc, la théorie, elle est là, donc on n'a pas de problème pour trouver ces informations théoriques qui sont là, donc sur Internet, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire de l'effort et chercher ces informations. Mais le délicat et le plus difficile, c'est d'appliquer ce que vous avez vu théoriquement, parce que certainement, la majorité des outils, vous les avez déjà vus. Donc, juste, je les ai présentés autrement et je les ai adaptés au contexte de l'étude de faisabilité. Il y a de nouveaux outils, ça c'est sûr, mais une bonne partie, vous la connaissez déjà. Donc, malheureusement, à la dernière séance, je n'ai pas vraiment un livrable final qui englobe tous les outils qu'on a déjà vus. Donc, comme j'ai dit, je vais vous envoyer l'exemple de projet.
Donc, si vous voulez mieux comprendre des trucs, ou plutôt des détails, en faisant l'application, donc je suis là et on peut programmer une séance, mais juste pour ceux qui vont préparer leur plan d'affaires, tout simplement. Sinon, j'espère que la formation a été utile pour vous et vous aidera, que ce soit dans vos études, dans votre étude plutôt, ou dans votre vie professionnelle par la suite. Sinon, je vous souhaite bonne continuation, bon courage et merci à Madame Potts et à Madame Malak. Et Inch'Allah, on se voit dans d'autres formations, d'autres occasions. Inch'Allah, docteur. Alors, merci pour votre disponibilité. Donc, je répète peut-être, donc pour ceux qui veulent participer, faire l'application, ils peuvent envoyer à Madame Malak et Madame Malak, à son tour, elle peut envoyer Dr Nadia pour peut-être une future séance. Si vous voulez partager votre projet ou bien faire le pratique, voilà, vous pouvez toujours envoyer vos fichiers à Madame Malak. Voilà, donc à la fin, je vous invite toujours à visiter notre site web de l'université pour voir toutes les actualités et encore nous rejoindre sur les groupes WhatsApp des activités des étudiants pour voir les actualités concernant les formations et séminaires de notre université. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.